Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Sans attendre, je propose de passer la parole à Olivier Bossard pour ses propos introductifs. Bonjour à tous, en espérant que mon micro soit bien fonctionnel, mais manifestement oui. C'est un premier webinaire que nous organisons au sein de notre mutuelle, un format d'échange qu'on peut considérer comme très directement lié à ce que nous avons vécu pendant 2 ans au titre de la pandémie, qui nous a appris à faire du distanciel, mais qui est pour nous une façon de faire vivre le modèle mutualiste auquel les administrateurs et a fortiori l'ensemble de nos sociétaires est très attaché. Un certain nombre d'entre vous ont été élus à délégués de CHAM lors de l'Assemblée générale du mois de juin dernier, et ce pour un mandat de 3 années. Et je tiens, ainsi que tous mes collègues membres du conseil d'administration, à vous remercier pour votre engagement au sein de notre mutuelle. En tant que délégué, vous avez un rôle essentiel qui est celle d'une courroie de transmission des établissements vers la gouvernance de notre mutuelle, qu'elle soit exécutive ou non exécutive, et donc d'être le porte-parole de l'ensemble des sociétaires auprès de celles et ceux qui ont la mission de satisfaire aux attentes des établissements au travers des services qu'ils proposent. Et puis vous avez aussi la mission d'être des ambassadeurs de notre mutuelle auprès de l'ensemble des sociétaires qui sont à proximité de vos établissements. Avec l'ensemble des délégués, nous souhaitons construire une relation de proximité, alors ce qui est évidemment difficile dans le contexte dans lequel nous vivons, mais ça nous est indispensable dans la mesure où c'est la seule façon de faire vivre au quotidien les échanges et encore une fois cette capacité à construire les solutions qui sont nécessaires aux établissements. Et c'est vraiment typiquement une caractéristique du modèle mutualiste que nous souhaitons voir se pérenniser dans le temps et évoluer au gré des technologies. Et c'est la raison pour laquelle ce webinaire est aujourd'hui organisé. Vous le savez aussi, notre mutuelle s'est dotée l'an dernier d'une capacité d'être une entreprise à mission. Et dans ce cadre, nous avons défini notre raison d'être, qui fait écho à ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et cette raison d'être, je vous la rappelle, elle s'énonce de la façon suivante: agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour l'intérêt général, pour construire un monde durable. Ce webinaire est aussi une forme de modèle durable, puisqu'il évite un certain nombre de déplacements et des conséquences que ces déplacements emportent. Donc nous sommes absolument certains que c'est en travaillant en proximité avec vous et en associant aussi l'ensemble des délégués à nos réflexions que nous pourrons construire les solutions dont les sociétaires et leurs établissements ont besoin, et ce particulièrement sur les enjeux de la gestion des risques qu'il nous appartient de relever dans le futur. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la gestion des risques autour des professionnels de nos établissements et plus spécialement de nos risques santé. Et c'est autour de cette question que j'espère nous pourrons débattre ensemble tout à l'heure. Mais je laisse sans plus attendre la parole à Dominique Godet, directeur général de Reliance et donc de CHAM, pour vous dire également quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier pour ces mots qui rappellent le sens que nous voulons donner à notre gouvernance mutualiste et comment nous souhaitons animer ce lien particulier qui nous lie tous. Au travers de cette série de webinaires que nous vous proposons, nous avons à cœur de partager, d'échanger sur les grands enjeux et les sujets d'actualité qui mobilisent les équipes de Reliance. Et ces rendez-vous sont l'occasion d'aborder ensemble, de manière privilégiée, les sujets qui vous préoccupent pour vous apporter une information particulière, pour partager avec vous nos retours d'expérience du terrain et puis évidemment échanger et répondre à vos questions. Nous souhaitons également vous donner les clés pour jouer pleinement votre rôle d'ambassadeur de notre groupe mutualiste. Alors pour cette année 2022, nous avons identifié 5 thématiques
qui, de notre point de vue, sont au cœur de vos préoccupations et de l'ensemble de nos clients sociétaires. Tout d'abord, la protection sociale complémentaire, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et puis la gestion globale des risques, la gestion en particulier du risque médical, puis la gestion du risque cyber, et puis l'organisation des soins sur les territoires. Au cours de ces webinaires, nous ferons intervenir des experts de Reliance ainsi que des partenaires, des clients, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, si vous êtes volontaire pour participer à ces événements en tant qu'intervenant, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Ce format est construit pour vous, il vous est ouvert. Alors, comme le disait Olivier, nous avons choisi de dédier ce premier webinaire à la protection sociale complémentaire. C'est un volet important aujourd'hui de notre activité de manager des risques et qui fait sens avec nos engagements et notre attachement à la question de la protection et de la santé des personnels. Vous le savez probablement, depuis 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer à leurs salariés une protection sociale complémentaire dans le cadre d'un contrat collectif à adhésion obligatoire et de participer à son financement à hauteur de 50% minimum. Au regard des avantages qu'offre la protection sociale complémentaire aux salariés du privé, les enjeux de sa mise en œuvre dans la fonction publique et notamment dans la fonction publique hospitalière sont nombreux. Nous sommes convaincus qu'elle constitue l'un des leviers d'une politique de ressources humaines dynamique, inclusive, attentive à la préservation de la santé des collaborateurs, à la stabilité des équipes, bien sûr, et au renforcement de l'attractivité des établissements de santé et des établissements médico-sociaux ainsi que des collectivités territoriales. Reliance prend donc une part active au débat actuel relatif à la mise en œuvre de la réforme dans les 3 versants de la fonction publique avec l'ensemble de nos partenaires et nous promouvons une vision ambitieuse répondant aux besoins spécifiques de nos sociétaires, vos besoins. En tant que délégués et représentants de nos sociétaires, il nous paraît essentiel de partager avec vous notre vision de la PSC et des opportunités qu'elle ouvre pour vos établissements et de réfléchir ensemble à la construction de solutions adaptées à vos besoins. Et pour débuter, je laisse la parole à Angélique Grand, chargée de relations institutionnelles régionales du groupe Reliance, qui va vous présenter plus en détail le déroulé de notre événement. Merci, merci à Olivier Bossard et Dominique Godet pour ces propos introductifs. Donc pour ce temps d'échange qui est consacré à la protection sociale complémentaire, nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par 3 intervenants. Donc nous avons Erwan Trividic, directeur des partenariats et de relations extérieures du groupe Reliance, qui nous présentera les grandes tendances d'évolution de la protection sociale et nous fera un point sur son avancée au sein des 3 versants de la fonction publique. Puis, il y aura Quentin Enaf, responsable adjoint du pôle ressources humaines de la FHF, qui nous fera part des enjeux de la PSC à l'hôpital public, mais également dans le médico-social. Et enfin, Nicolas Salvi, directeur général adjoint de l'ICANS, l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe, qui partagera avec nous la mise en place de la PSC au sein de son établissement. Avant de passer la parole à Erwan Trividic, je vous rappelle quelques modalités d'interaction. Il y a un onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions. Un temps d'échange est prévu à l'issue de ces 3 interventions. Si toutefois on n'avait pas la possibilité ou le temps de répondre à l'ensemble de vos sollicitations, il y aura une foire aux questions qui vous sera envoyée à l'issue du webinaire au même titre que le replay. Sans attendre, je passe la parole à Erwan Trividic. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disaient Olivier Bossard et Dominique dans l'introduction de ce webinaire, on a souhaité échanger avec vous sur les évolutions de la protection sociale, santé et prévoyance et sur les enjeux qu'elles engendrent, notamment dans le cadre de l'ordonnance du 17 février 2021, à la fois pour les personnels publics, mais aussi bien évidemment pour les employeurs. En fait, le sujet de la grande sécu
qui a rapidement émergé et aussi rapidement émergé que disparu lors de la pré-campagne présidentielle, c'est en fait un élément révélateur d'un mouvement de fond qu'on constate depuis maintenant plusieurs années. Là où préexistait une multitude de statuts, de régimes, d'acteurs, on assiste à une forte tendance à la fois d'harmonisation des couvertures santé sociale, santé et prévoyance, mais aussi une transformation importante impulsée par les pouvoirs publics. On peut citer ainsi l'obligation de garantie minimale dans les complémentaires santé, la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés du privé en 2016. En fait, ces transformations, elles résultent à la fois d'une volonté de maîtrise des dépenses sociales, mais aussi d'une adaptation aux besoins de santé publique qui répondent au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques, mais aussi à la demande d'égalité d'accès de l'offre de soins des populations. En fait, tendre vers un système plus universel, ça induit d'harmoniser et de rationaliser les différents régimes d'indemnisation. Il induit aussi de modifier à la fois les conditions de déploiement, mais aussi les modes de financement, comme par exemple entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Sur cette planche, on peut constater un schéma qui vous présente la protection sociale obligatoire et complémentaire et la différence entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Bien évidemment, c'est la situation qui prévalait avant la réforme de 2021. On va détailler plus tard les impacts qu'elles peuvent avoir. Quand on regarde plus particulièrement la protection sociale de base, on ne voit pas de différence dans le mode de fonctionnement en santé entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Par contre, on peut constater une première différence sur la couverture prévoyance, c'est-à-dire incapacité, invalidité et décès, entre les fonctionnaires et les salariés du privé. D'un côté, le maintien de salaire se fait au travers de la sécurité sociale, alors que les fonctionnels relèvent d'un régime propre, le régime statutaire que certains d'entre vous connaissent très bien. Quand on regarde un peu plus précisément sur la partie protection sociale complémentaire, c'est là qu'on voit s'introduire un certain nombre de différences. Pour la santé et pour les salariés de droit privé, il y a une obligation de participation de l'employeur pour tous les salariés depuis l'ANI, avec un socle minimal de garantie. Pour la prévoyance complémentaire, on n'est plus dans le cadre de l'ANI, on est plutôt dans le cadre de dispositifs existants au sein des branches professionnelles, et ces dispositifs qui vont fixer des niveaux de garantie et de participation de l'employeur. Pour les fonctionnaires, tout ce qui touchait à la protection sociale complémentaire, rien d'obligatoire n'existait jusqu'à présent, uniquement des possibilités de contribuer, sans que spécifiquement il y ait un cadre harmonisé en termes de garantie ou en termes de niveau de contribution de l'employeur. En fait, cette inégalité entre les salariés de droit privé et les fonctionnaires, elle se doublait aussi d'une disparité entre les fonctions publiques et entre les trois versants de la fonction publique. Et au sein même de chaque versant, on pouvait voir des disparités. L'exemple type est assez flagrant, c'est par exemple sur la fonction publique d'État, où entre le ministère des Affaires étrangères, employeur, et le ministère de l'Éducation nationale, aussi employeur de fonctionnaires, le ministère des Affaires étrangères participait à hauteur de 20 € par mois, alors que le ministère de l'Éducation nationale participait à hauteur de seulement 1 € par mois pour ses agents. Et ce phénomène, on le rencontrait aussi dans un autre versant de la fonction publique, c'est la fonction publique territoriale, où en fonction de la taille de la collectivité, en fonction de son appétence, en fonction d'un certain nombre de choix de la collectivité, on pouvait avoir des variations extrêmement importantes aussi pour les agents dans la fonction publique territoriale. Si on fait un focus un peu plus particulier sur la protection sociale complémentaire dans le privé, on vient de parler des obligations qui pèsent sur l'employeur privé quant à la protection sociale complémentaire. Des niveaux de participation obligatoires, des minimums de couverture. Mais en fait, ce qu'il faut noter, et particulièrement noter, et c'est tout l'intérêt, je pense, de cette planche, c'est l'architecture elle-même de la construction d'un dispositif de protection sociale complémentaire qui diffère entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Parce qu'en fait, il place au cœur de la discussion la question du dialogue social et la négociation. Et c'est pour ça que vous pouvez constater 3 niveaux. Le premier niveau, c'est en fait le niveau de ce qu'on appelle l'ANI, qui est un accord national interprofessionnel qui s'applique et qui fixe un cadre obligatoire qui s'impose à l'ensemble des employeurs privés et aussi aux salariés. Et on va monter progressivement dans cette forme de hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'il y a l'ANI qui s'applique à tout le monde, et puis après on rentre dans un deuxième niveau de négociation avec les partenaires sociaux, qui s'encadre dans le cadre de ce qu'on appelle une convention collective.
Par exemple, la convention collective de la FEAP, la convention collective de la FHP, la convention collective du CINERPA ou la convention collective de la CCN 66. Et cet accord de branche professionnelle peut améliorer les dispositions de l'ANI dans le cadre d'un dispositif qui se situe au niveau de la branche. Puis enfin, en dernier niveau, c'est la liberté, la possibilité pour l'employeur, au niveau de l'établissement, d'améliorer l'ensemble de ces dispositifs en fonction de ses enjeux et de sa dimension de dialogue social. En fait, c'est cette philosophie et ce mode de fonctionnement que je viens de vous décrire sur la protection sociale complémentaire dans le privé, qui a prévalu à l'élaboration des 2 ordonnances qui sont parues le 17 février 2021. D'abord, la première, c'est une ordonnance sur la PSC qui pose la convergence des dispositifs entre la fonction publique et les salariés de droit privé. Elle fixe une obligation de participation de l'employeur public à la complémentaire santé de ses agents, mais aussi une possibilité de financement de la prévoyance complémentaire. Et en l'occurrence, c'est le cas spécifiquement sur la fonction publique territoriale. Mais aussi et surtout, et c'est pour ça qu'on a présenté au préalable ce schéma dans la fonction chez les salariés de droit privé, c'est que la mise en place de cette PSC, elle s'organise dans le cadre de la négociation collective avec une 2e ordonnance parue le même jour et qui inscrit la question de la protection sociale complémentaire comme un des sujets de négociation entre les employeurs et les partenaires sociaux. C'est un enjeu important. Ce sont des modifications aussi importantes pour les fonctions publiques, car en fait, elle induit pour l'employeur de nouvelles responsabilités, mais aussi de nouveaux champs de négociation. Où est-ce qu'on en est des discussions et de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire dans les 3 versants de la fonction publique? En fait, le versant État et territorial sont très rapidement partis. Dès 2021, des dispositifs, des cadres de travail, des groupes de travail, une impulsion forte des employeurs ont abouti, après une première série de négociations entre les partenaires sociaux et les employeurs, à 2 accords collectifs, dont un accord collectif unanime au sein de la fonction publique d'État, qui ne s'était pas vu, je crois, de mémoire, depuis la mise en place des 35 heures et qui, en fait, se sont traduits dans 2 décrets qui ont été publiés au JO il y a peu. Donc on a eu une première phase, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, qui a prévalu autour du dialogue social à des accords collectifs dans la dimension que revêt la protection sociale complémentaire. À l'heure d'aujourd'hui, on est déjà sur État et territorial dans une 2e phase de négociation. Cette 2e phase de négociation, elle s'ouvre pour ces 2 versants avec déjà la signature de 2 accords de méthode entre l'employeur et les partenaires sociaux. Le premier, il porte dans la FPE sur la partie prévoyance complémentaire, puisque la partie santé a été réglée et gérée dans le premier accord de méthode, et pour la partie territoriale, sur une amélioration des dispositifs existants. En fait, quid de la FPH? En fait, les discussions, elles n'ont pas réellement commencé. Et nous pensons que c'est vraisemblablement à l'automne, et après l'élection présidentielle et la nouvelle législature, que la nomination du nouveau ministre permettra de lancer ces premières discussions. En conclusion et en définitive, nous, on pense que cette réforme, c'est une véritable avancée sociale pour les agents. C'est un levier majeur de la santé au travail et du bien-être des personnels. Et cette réforme de la PSC doit permettre à la fois de bénéficier d'une offre de qualité, avec un accès aux soins facilité, bien évidemment, qu'elle soit financièrement accessible grâce à une contribution significative de l'employeur public. Elle permettrait aussi un gain de pouvoir d'achat pour les bénéficiaires. Mais on considère aussi également que la PSC, elle s'inscrit véritablement dans un dispositif de prévention et elle intervient à 2 niveaux. L'amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi dans la diminution de l'absentéisme et concourant ainsi à une meilleure délivrance des missions de service public. Et enfin, et comme on l'a vu, c'est un vrai accélérateur de dialogue social, un levier d'attractivité dans un contexte que tout le monde connaît, contexte de pénurie de ressources, mais aussi un contexte de concurrence, d'attractivité entre les établissements. En définitive, la réforme de la PSC dans la FPH insuffle une vraie dynamique positive. Et cette dynamique positive, elle est une opportunité à saisir par les acteurs, les établissements, les personnels, et qui nous apparaît nécessaire que l'accélération des discussions puisse se réaliser très rapidement. Et au-delà de cette accélération des discussions pour aboutir à une mise en place, c'est aussi la possibilité
et laisser la possibilité aux établissements qui le souhaitent d'être précurseurs et de pouvoir mettre en place des régimes de PSC à leur niveau, au niveau territorial. Merci beaucoup Erwan pour ces éléments vraiment très cadrants. Je vous propose en fait qu'on poursuive assez rapidement. Donc Quentin Hénaf, pouvez-vous nous dire, du point de vue de la FHF, quelle est la vision des enjeux pour les personnels hospitaliers dans les années à venir? Oui, en quelques mots, on voit bien ce qu'on a traversé en fait depuis 2 ans avec la crise Covid et puis aussi avec les travaux qui ont suivi la première vague Covid avec le Ségur de la santé, qu'on a, je dirais, repensé très fortement les carrières et peut-être poser des bases d'une autre politique sociale. En tout cas, nous, on défendait avant le Ségur, que le Ségur a pu permettre de commencer à poser un certain nombre d'éléments très utiles, mais pas totalement aboutis. Et dans ce cadre-là, dans cette nouvelle politique salariale, il y a un sujet, celui que vous posez, qui est, à mon avis, assez déterminant. C'est celui de la protection ou de la prévention des risques à la fois maladie et prévoyance. Ces 2 risques intimement liés, et peut-être que par le passé, parce que certainement, il semble, à premier abord, être moins déterminant en termes de pouvoir d'achat ou en termes de conquête salariale. Erwan disait avant une avancée sociale. Je pense que c'est en effet un des sujets sur lesquels on essaie de construire en termes d'avancée sociale. Mais c'est vrai que je pense qu'elle n'a pas été toujours vue de cette vision-là, notamment parce que la temporalité, finalement, elle est davantage long terme que court terme, et que par ailleurs, ce sont des sujets assez complexes. Et ça a peut-être fait qu'on a tardé, non pas à créer quelque chose, parce que finalement, cette PSC traditionnelle, elle est relativement ancienne, puisque par le passé, et encore actuellement, on a l'article 44 qui permet de prendre en charge ce qu'on appelle les soins gratuits, mais qui est largement tombé en désuétude. Et aujourd'hui, seule la PHP vraiment en fait une utilisation assez structurante et du coup dépense. C'était le rapport de l'IGAS qui avait montré pratiquement les 3/4 des dépenses totales. Le deuxième sujet, c'est la prestation maladie que le CGES proposait, et propose toujours, même si elle a évolué dans son nom, puisqu'elle est devenue l'aide sociale aux agents en situation de maladie, et qui sont un peu les outils traditionnels, mais qui nous semblent à première vue dépassés, déjà parce que beaucoup de nos agents, à peu près comme dans le reste de la population, sont couverts par une assurance maladie complémentaire, et que par ailleurs, sur la partie prévoyance, on ne touchait qu'une partie de nos agents, et notamment les personnels médicaux, par exemple, ne sont pas éligibles à cette aide traditionnelle. Alors du coup, la FHF, Maison commune des hospitaliers, on a une connaissance évidemment très, très fine des contraintes qui pèsent sur les femmes et les hommes qui travaillent dans nos organisations, quelles que soient d'ailleurs les dimensions sur lesquelles, les postes de travail sur lesquels ils sont amenés à intervenir, et puis aussi les difficultés ou les moyens, ou l'absence de moyens parfois des établissements. Et du coup, pour nous, l'enjeu est depuis le début de concilier à la fois ce qu'on est capable de faire en termes de moyens financiers et puis le service qu'on vise en termes de prévention, je disais, d'un certain nombre de risques, prévoyance et maladies, et si possible de les moderniser, de les étendre, d'améliorer en tout cas le vécu que peut avoir nos agents sur ce sujet-là. Donc, je disais, la FHF, on représente les établissements, à la fois sanitaires et médico-sociaux, et on est acteur du dialogue social au niveau national. Au niveau local, ce sont plutôt les employeurs hospitaliers qui chacun sont animateurs du dialogue social. Mais au niveau national, nous, on participe à la fois aux instances, au Conseil commun de la fonction publique. On a une première fois étudié cette ordonnance et posé un certain nombre de bases de ce que je disais, à la fois de constats et puis aussi de solutions. Je vais y revenir après. Et ce travail qu'Erwan a un peu esquissé en termes d'agenda, on n'est pas exactement à ce stade fixé sur le calendrier qui va nous être proposé par la DGOS, puisque
Pour une part, il est soumis à un nouveau cycle politique qui a été engagé par les élections présidentielles et qui sera, je pense, peut-être définitivement acté après les élections législatives et qui devrait nous amener à, je dirais, revoir en dialogue social national, cette fois-ci avec les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, ce qui peut être un peu l'architecture de ces deux volets qui sont à la fois le risque maladie et le risque prévoyance. Alors c'est vrai que les discussions sont plus avancées sur le risque maladie parce que l'État a déjà proposé 15 € à l'ensemble des agents de la fonction publique d'État, parce que nous n'avons pas eu à ce stade les moyens de faire. Et le risque prévoyance qui a été vu dans un deuxième temps pour l'État et qui peut-être pour nous aussi, du fait d'ailleurs peut-être de l'historique beaucoup plus présent pour le coup pour la FPH avec l'existence du CGOS, ce risque-là sera peut-être étudié dans un second temps. Du coup, comment la FHF voit les choses pour les prochains mois de discussion? Alors déjà, nous, on souhaite que le calendrier soit non pas accéléré sur la date à partir de laquelle chaque employeur devra proposer une complémentaire de groupe, mais on voit que la PSC peut être un outil d'attractivité que le privé a déjà, y compris le privé dans le domaine de la santé, et que du coup, il s'agit de rattraper un outil ou un levier d'attractivité que nous n'avons pas. Et pour ça, il y a une question de calendrier. Avant d'arriver sur les négociations et sur l'accord cadre, il y a l'enjeu de quels moyens financiers les établissements peuvent avoir pour mettre en œuvre cette pression sociale complémentaire. Et on pourrait très bien imaginer qu'avant de rentrer dans ces discussions et de la sélection des offres, on puisse avoir un premier niveau qui est le budget de l'État, enfin le budget de l'ONDAM, qui intègre 2023, 2024, le plus tôt en tout cas je pense sera le mieux, une partie qui permettra de prendre date et d'avancer sur la matérialisation de ce droit nouveau. Pour ce qui est des discussions qui vont commencer probablement fin 2022, début 2023, pour nous il faut essayer de concilier deux choses. La première, c'est que, comme on le disait, on représente les établissements sanitaires, des grands CHU, des grands groupements hospitaliers de territoire qui vont avoir des outils pour négocier et faire vivre un dialogue social local. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de nos adhérents. Et on a aussi des plus petites équipes, des EHPAD autonomes, dans lesquels vous avez une équipe très restreinte administrative, pareil, je dirais, du côté soignant, où la vie évidemment syndicale peut être riche, et la négociation collective peut avoir du sens, mais où évidemment, vu la complexité du sujet, on n'aura pas les mêmes outils d'analyse et les mêmes capacités de compréhension et de mobilisation sur le sujet. Du coup, il faut qu'on définisse au niveau national, ça c'est l'enjeu du Conseil fonction publique hospitalière, c'est de déterminer un panier suffisamment socle, obligatoire, suffisamment stable, qui permettra à tout l'établissement d'avoir un premier niveau je dirais déjà validé. Le deuxième enjeu, ça va être celui de positionner la négociation collective. À la FHF, on a le sentiment qu'il faut faire vivre le dialogue social et donner sa chance au dialogue social au niveau local. Et pour ça, il faut qu'on trouve un espace dans lequel on puisse discuter de l'appropriation, à la fois prévoyance et santé, au niveau des établissements. Tous les établissements n'ont pas la maturité et la taille pour le faire, mais par contre, des groupements hospitaliers de territoire, des coopérations, il va falloir inventer aussi certainement des formes de travail qui permettront d'adapter les offres en fonction de la réalité des effectifs des établissements, la diversité aussi des postes de travail, et du coup inclure davantage, je dirais, les médecins qui ne le sont actuellement dans les outils traditionnels. Je disais notamment la prestation assurée par le CGOS. Voilà un peu comment nous, on voit les choses et ce à quoi on se prépare. Je crois on est en effet devant un outil nouveau et majeur, je pense, pour l'attractivité. C'est finalement la poursuite du socle qui a été consolidé avec le Ségur de la santé, notamment la création du complément de traitement indiciaire. Je pense que quand on voit la mobilisation qui a été celle des soignants depuis 2 ans, il paraît inconcevable pour beaucoup que finalement les soignants, qui sont les premiers à intervenir pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, notamment face au risque maladie, soient les seuls de France pratiquement à ne pas être couverts
en 2025 ou avant 2026 sur leur partie eux-mêmes assurance maladie complémentaire. Donc, je crois qu'il y a un enjeu vraiment que nous, on pousse auprès du nouveau gouvernement pour débloquer les choses. J'ai dit avec 2 temps. Un premier qui est on assure les ressources des établissements dans la durée. Et le deuxième, c'est on se fait une belle négociation pour avoir un socle et une part après locale adaptable ambitieuse. Merci beaucoup Quentin Hénaf pour vraiment cette vision partagée, ces propos riches et éclairants. Je vais passer la parole à Nicolas Salvi qui a bien voulu en fait nous faire part de son point de vue et de son expérience de mise en place de la PSC dans son établissement à but non lucratif et qui aura la lourde tâche de tenir un délai un petit peu court parce que c'est vrai que le débat est passionnant mais le temps file. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Reliance de me donner l'occasion de partager ce retour d'expérience. Retour d'expérience d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, donc un centre de lutte contre le cancer, où la culture du dialogue social elle est forcément intégrée puisqu'on a des obligations réglementaires qui nous sont posées et des obligations conventionnelles liées notamment à l'aspect de négociation lors des négociations annuelles obligatoires. Donc c'est vrai que ce premier aspect-là pose le fait que finalement le dialogue social il est ancré dans la structure et que cette négociation sur l'objet mutuel, l'objet protection sociale complémentaire, il est acquis. Il est acquis, mais c'est d'autant plus difficile pour un directeur d'hôpital qui arrive dans ce type de structure de se dire je dois négocier sur un objet qui m'est totalement inconnu ou en grande partie inconnu et pour lequel je vais avoir à me confronter à un CSE avec des représentants, et c'est la différence avec le public, avec des représentants issus des corps cadres, donc des médecins notamment, et des professionnels non médicaux, qu'ils soient administratifs, techniques ou médico-techniques. Donc on se trouve dans une situation finalement où le CSE a un rôle important puisque c'est lui qui va valider le niveau de positionnement de la négociation contractuelle qui va être fait avec l'organisme mutuel. Et donc forcément, ça implique une coordination forte entre la direction générale, la direction des finances pour l'implication financière, la DRH qui va négocier en tant que telle directement, notamment dans une sous-commission, qui est une sous-commission mutuelle du CSE, qui va impliquer des acteurs, des représentants syndicaux, des représentants du CSE et évidemment des représentants de la direction, avec cette obligation d'engagement à 50% de la part de l'employeur et 50% de la part du CSE, qui était le comité d'entreprise qui existait auparavant. Donc il y a un engagement de la part des 2 membres qui négocient, qui est important et qui joue favorablement dans cet outil de dialogue social. Le deuxième aspect qui est important, c'est le fait que c'est un facteur évidemment d'attractivité et de fidélisation qui contribue aux politiques de marketing RH de la structure, voire aux politiques de marque de la structure, avec notamment le fait qu'il y a un avantage différentiel par rapport aux autres établissements. Et notamment en partie avec les établissements publics, puisque aujourd'hui il y a encore cet avantage différentiel. On l'utilise de façon favorable, même si il reste mesuré par rapport aux différences qui peuvent parfois exister et qui sont relativement faibles entre les statuts publics et les statuts de la fédération Unicancer. Donc on est vraiment dans une logique de favoriser finalement un élément qui va permettre de jouer une partie de différenciation.
Troisième élément, évidemment, c'est l'enjeu local, puisque nous négocions 3 niveaux. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait dans notre établissement. Un niveau qui est une adhésion obligatoire, dans lequel le salarié n'a pas de contribution, mais simplement c'est un partage entre l'employeur et le CSE. Donc celui-là, il est obligatoire. Ensuite, nous avons un deuxième niveau avec une complémentaire de second niveau, dont on va négocier le panier de soins. Donc là, il y a un enjeu de positionnement et de négociation avec les mutuelles qui vont nous proposer leur contrat. Et évidemment, il y a un troisième niveau qui est proposé, mais qui n'est pas souvent pris par les professionnels, qui est un niveau de surcomplémentaire de troisième niveau en fonction des situations individuelles qui peuvent apparaître. Donc on est vraiment dans une logique de dialogue social qui favorise l'attractivité et la fidélisation, mais qui permet de s'approprier un nouvel objet de négociation, puisqu'on négocie aussi bien pour les personnels médicaux que pour les personnels non médicaux. Donc là, on ne fait pas de différenciation entre ces corps-là. Et évidemment, on se questionne parfois sur le point de vue territorial, puisqu'on aurait l'opportunité d'avoir une négociation qui s'établit entre l'établissement, ou est-ce qu'un regroupement d'établissements au sein d'un territoire, d'une grande région, par exemple. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'une négociation par établissement dans le cadre de la Fédération Unicancer, mais il n'est pas déterminant pour la suite de se dire que peut-être que la massification de cette négociation pourrait avoir une utilité pour mieux négocier, entre guillemets, et avoir augmenté le niveau de prestation qui est offert aux différents salariés. Évidemment, ça implique une expertise technique. Tous les établissements ne sont pas en capacité de le faire. Cela a été évoqué par Quentin à juste titre. Et donc, il y a une vraie vigilance à faire, y compris sur le recours à un éventuel courtier qui va nous permettre de faire un intermédiaire avec les mutuelles. Et on doit s'assurer d'avoir une forme d'habilité politique pour permettre une bonne acceptation sociale du niveau de négociation du panier de soins et donc forcément de ce second niveau de prestations complémentaires. L'enjeu quand même, il est pour les prestataires qui répondent à nos besoins, c'est de mutualiser les risques. Et donc, on a cet avantage dans nos établissements de pouvoir mutualiser certes le risque de protection sociale complémentaire, mais aussi toute la dimension de prévoyance. Et ça, c'est un vrai intérêt pour les structures qui répondent à nos besoins, puisque souvent, ils dégradent la partie mutuelle en augmentant le montant des prestations favorables aux salariés. Et, entre guillemets, il y a un équilibre qui se fait avec la prévoyance qui est relativement peu sollicitée pour l'établissement. Donc, on est vraiment dans une logique où on favorise le dialogue social, où c'est un élément de différenciation et qu'on négocie ces aspects-là pour essayer de promouvoir finalement un cercle vertueux pour l'établissement, pour ses politiques RH, pour ses salariés, qui va garantir la fidélisation et finalement l'engagement un peu plus fort de nos salariés, qu'ils soient médecins ou non médecins. Merci. Merci beaucoup Nicolas Salvi pour ce retour d'expérience vraiment très instructif. Je ne crains que le temps imparti nous permette de procéder au temps d'échange. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez nous relayer vos questions sur la balle, sur notre adresse mail communication@reliance.eu. On y répondra sans difficulté, sans aucun souci, et puis ne pas hésiter à nous solliciter si vous avez moins de questions. Je vais laisser la parole, en tout cas merci à tous pour ce temps d'échange, et je vous propose pour conclure de laisser la parole à Dominique Godet et Olivier Bossard. Merci Angélique, merci beaucoup. Ce webinaire touche maintenant à sa fin. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Merci à nos intervenants pour leur présentation qui, je l'espère, vous aura permis de
de mieux appréhender les enjeux de la protection sociale complémentaire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Cette nouvelle approche de la protection et de la qualité de vie au travail des personnels, eh bien, elle rejoint pleinement notre préoccupation de gestion des risques que nous avons développées auprès des acteurs de la santé des territoires depuis de nombreuses années maintenant. On considère que la PSC, couplée à une approche de prévention et d'accompagnement des agents, des collaborateurs, du personnel soignant, eh bien, participe au cercle vertueux de la gestion du risque RH dans la mesure où elle contribue à une diminution de l'absentéisme, à une amélioration des conditions de travail, au renforcement de l'attractivité et de la fidélisation des personnels et donc, au bout du bout, à la qualité, à la sécurité des soins pour l'assureur en risque médical que nous sommes également. Voilà, Cham Group Reliance, en tant qu'expert du risque RH, vous accompagne selon les besoins de chacune de vos parties prenantes, votre organisation, vos équipes, vos managers, chacun des salariés, des agents. Merci beaucoup et je laisse maintenant Olivier Bossard conclure ce webinaire. Très bon après-midi et à très bientôt. Comme vous avez tout dit, Dominique, la conclusion va être particulièrement courte et ne présente pas d'enjeu particulier. Je voulais quand même remercier Nicolas de nous avoir évoqué ce qui se pratique dans des établissements similaires aux nôtres, en l'espèce les centres de lutte contre le cancer, et d'avoir montré à quel point ce sujet était un enjeu interne de négociation et de discussion avec les forces vives de son établissement, aussi bien médical que non médical. Et c'est bien la preuve du fait qu'il faut qu'on avance dans le secteur public sur cette question. Alors évidemment, l'avantage concurrentiel qui est aujourd'hui celui des établissements privés disparaîtrait. Pour autant, je crois que c'est vraiment un élément sur lequel il nous faut travailler et sur lequel Reliance a évidemment eu raison d'investir à la fois de la réflexion et du temps pour faire en sorte d'être en capacité de proposer à l'ensemble des établissements publics, mais aussi privés, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, une offre adaptée à ce que sera le cadre législatif et réglementaire en la matière. Et on espère vraiment fortement, même si j'ai entendu les préventions exprimées par la FHF, moi j'espère fortement qu'il permettra d'enrichir le dialogue de proximité avec les organisations syndicales, que ce soit au niveau des établissements ou au niveau des groupements hospitaliers de territoire, pour ce qui concerne le périmètre des établissements publics, parce que c'est à ce niveau aujourd'hui que se joue le débat attractivité et fonctionnement, et que je ne comprendrais pas personnellement que la négociation remonte à un niveau auquel les employeurs directement concernés ne seraient pas impliqués dans les choix qui seront faits. Voilà, en tout cas, merci à tous pour ce premier format, nécessairement à renouveler sur d'autres thématiques qui intéresseront l'ensemble des établissements de santé et puis des établissements médico-sociaux. Merci à tous et bon après-midi.